Je vous accueille avec l'autoportrait octogonal. C'est un peu l'œuvre, si l'on devait partir sur une île déserte avec un Vuillard, ce serait un peu celui-ci. C'est vraiment l'œuvre emblématique de Vuillard. Ce qui va nous occuper ce soir, c'est un large panorama de l'art de Vuillard. Ce sont aussi ses formes, le plus souvent complexes. Alors, je vais passer assez rapidement, mais vous verrez pourquoi après, sur la période Nabis. D'abord, c'est celle qu'on connaît le mieux, d'une part. Ensuite, et surtout, c'est l'occasion de mieux connaître la période post-Nabis, c'est-à-dire ce qui vient après les années d'expérimentation Nabi, c'est-à-dire au tournant du XXe siècle. La césure est assez pratique. En gros, ça se situe à partir de 1898-1899. Ce que je voudrais vous montrer ce soir, c'est que, loin d'être un long crépuscule, une période floue, indifféremment immergée dans un sorte d'après-nabisme sans fin, l'art de Vuillard, pendant ces années-là, c'est-à-dire de 1900 à 1940, l'année de sa mort, l'art de Vuillard est loin d'avoir fait long feu. Et la critique américaine a eu tendance, jusqu'à peu près aux années 70, de considérer qu'il y avait un seul Vuillard, c'était le Vuillard de 10 ans. Or, Vuillard a quand même une carrière de 50 ans, et il resterait 40 ans pendant lesquels il n'aurait pas fait grand-chose. Évidemment, c'est un peu simpliste. Pendant ces 40 ans, il réserve des surprises quant aux audaces, d'ailleurs supposément éteintes des années précédentes. Quand je dis audace, je me rapporte à l'autoportrait octogonal. Il réserve des surprises, mais surtout, il aide rétrospectivement à mieux comprendre le Vuillard Nabi. Vuillard a une personnalité complexe. C'est un art codé, il a des références érudites, et pour nous, les historiens de l'art, ou pour vous, le public, l'art Nabi a en quelque sorte besoin de voir se dérouler la suite de l'histoire pour comprendre le début. Si on est très fort cinématographique, il faut le milieu et la fin pour comprendre le début. C'est ce que je vous propose ce soir, pendant le temps qui nous est imparti, après une grosse heure, une heure et quart. Commençons tout de même par le début de sa vie. Vous êtes donc le seul public au monde qui n'a pas besoin qu'on lui rappelle le lieu de naissance de Vuillard. C'est quand même assez unique, parce que je pense que même à Chicago ou à New York, il ne pourrait pas répondre à tous les coups. C'est effectivement assez unique, et pourtant, sait-on quand exactement est né Vuillard? Est-ce que quelqu'un a une idée dans cette salle? Oui. Il y a un micro si vous voulez parler, vous répondre. Pardon? Alors c'est exactement ce que lui a cru jusqu'à peu près 1918. Et en fait, il est né le 12 novembre. Il est né le 12 à 1h du matin. On a son extrait de naissance, en tout cas la copie de son extrait de naissance aux archives Vuillard. Il est donc né à 1h du matin, mais lui a estimé, et assez tardivement, que le travail de sa mère avait commencé quelques heures avant. Et en fait, c'est à peu près, la concomitance est assez nette, c'est à partir de 1918, la signature de l'armistice, qui va faire coïncider son anniversaire avec la fin de la guerre et la libération de la France, entre guillemets, en tout cas le reflux des Allemands du territoire de l'Alsace et de la Lorraine. On verra un peu plus loin comment la fin de la guerre a été un moment très important, et dans la psychologie de Vuillard, et surtout dans son art. Donc c'est pas un hasard, je commence un peu en clin d'œil, mais c'est effectivement quelque chose qui aura une portée sur sa façon d'être sur les 20 dernières années de sa vie. On connaît son lieu de naissance, sa date de naissance, on connaît aussi son milieu social, on va passer très rapidement là-dessus, c'est celui de la petite bourgeoisie industrieuse, qui a assez tôt, en tout cas dans la vie de Vuillard, migré à Paris. Son père, Honoré Vuillard, est un ancien militaire, c'est un capitaine d'infanterie, blessé grièvement au Sénégal, reconverti, recasé dans la perception de l'impôt, à Cuiseaux, donc, à partir de 1862. En 1877, la famille, une fois Honoré Vuillard en retraite des impôts, déménage à Paris pour que Madame Vuillard puisse exercer ses talents de couturière et de corsetière. On ne va pas s'attarder sur une chronologie qui pourrait devenir assez fastidieuse sur certains aspects et que l'on trouve de toute façon dans les meilleures monographies de l'artiste. Constatons en effet que Vuillard ne vient pas d'un milieu fortuné, c'est important.
pas mal de ses camarades nabis qui, eux, l'étaient. On pense à Bonnard, on pense à Rançon, ou même Roussel, son futur beau-frère, dont le père est un médecin homéopathe assez lancé à Paris. La logique, d'ailleurs, voudrait que Vuillard embrasse la carrière militaire, comme son père, et comme son frère, Alexandre, qui était polytechnicien. Mais c'est Xavier Roussel, d'ailleurs, qui lui conseillera vivement, Xavier Roussel, qui lui conseillera vivement, exactement dans ces années-là, là c'est Xavier Roussel vers 85, qui va vivement lui conseiller, vu ses talents, d'abandonner toute considération de la carrière militaire aux alentours de 1885-1886. Et, le plus étonnant, aucune opposition ne viendra contrarier les débuts de Vuillard. Son père est décédé un an plus tôt, en 1884. Sa mère fait mentir tout déterminisme social, qui voudrait que la petite bourgeoisie ouvrière de Paris n'ait pas les idées très larges. Sa mère, donc, le conforte dans son choix de devenir artiste et de suivre les cours à l'Académie Julian, à Paris, et aux Beaux-Arts. C'est même elle qui subvient aux besoins du jeune artiste, sans jamais rechigner apparemment, avec une constance sans faille, même si l'argent manque tout le temps cruellement à Vuillard. C'est un problème récurrent chez lui jusqu'à la fin de sa vie, même quand c'est un artiste assez installé. Sa constance à lui, en retour, est de n'avoir jamais quitté sa mère, avec laquelle il habite jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de cette dernière en 1928. Une fois de plus, on plante le décor, c'est quelque chose quand même d'assez particulier. Voici donc rapidement poser le contexte des débuts de la vie de Vuillard, les tout débuts, puisqu'on est encore avant la formation de la confrérie Nabi. Celle-ci voit le jour en 1889 sous l'impulsion de Sérusier. Il est fraîchement rentré de Pont-Aven, en Bretagne, où s'est développée depuis une petite dizaine d'années une colonie de peintres attirés par une sorte d'exotisme intérieur que représente la Bretagne à ce moment-là. C'est une région aux traditions entières, préservées, et surtout que les pollutions de la modernité n'a pas encore gâté. C'est une région mystérieuse également, et on verra plus loin que ça va quand même ça va pas mal déterminer le goût pour l'ésotérisme des nabis. C'est une région assez mystérieuse de par ses contes populaires, de par ses croyances presque animistes, qui prêtent une âme non seulement aux arbres, mais aux plantes, aussi au sol, à la pluie, aux cours d'eau, aux rochers. C'est une région mystérieuse avec ses légendes, donc, qui enthousiasmeront quelqu'un comme Gauguin, par exemple. Et dans ce sens, cette Bretagne, pour Gauguin, est déjà son premier paradis perdu, qu'il recherchera par la suite éperdument, avant la Martinique et avant Tahiti. Je referme la parenthèse sur la question du paradis perdu et l'indifférence de sa géographie, parce que c'est une question qui pourrait faire l'objet d'une autre rencontre ici, tellement la question est centrale. En tout cas déterminante pour l'avant-garde pensante qui refuse les idées qui lui sont contemporaines, comme le progressisme, le scientisme, qui ne croit qu'en la science pour améliorer le monde. Revenons à Sérusier, qui, sous la dictée de Gauguin justement, ramène le talisman que l'on voit ici et que l'on peut aujourd'hui voir dans les collections du musée d'Orsay. C'est une petite œuvre qui a la taille d'une boîte à cigares, mais qui, malgré une légende tenace, n'en est pas une. En tout cas, cette petite œuvre aura été le facteur déclenchant, l'ictus qui a fait tomber les écailles des yeux les plus inspirés à l'époque, Rançon en tête, mais aussi Maurice Denis, bien sûr, qui théorisera cette odyssée de la conversion du regard, d'abord dans sa définition du néo-traditionnisme qui paraît dans la revue Arrêt critique en 1890, et puis dans ce qu'on connaît déjà beaucoup mieux, ses théories, une vingtaine d'années plus tard, qui commencent à paraître en 1912. La confrérie des nabis se forme donc sous l'égide de Sérusier et de Rançon, qui en sont les plus fervents disciples. Nabi veut dire prophète en hébreu. Comme je
le disais tout de suite, les nabis vont être sensibles à l'ésotérisme, qui n'est pas tant en vogue que ça, mais qui infuse quand même des milieux initiés d'alors, comme la forme la plus complexe et la plus vénéneuse du symbolisme de l'Europe du Nord. Je passe rapidement, et j'en dis pas plus, pour la bonne raison que Vuillard va rester assez en retrait, non pas des théories esthétiques nabis, mais plutôt de tout le fatras ésotérique. Alors, il reçoit son surnom comme les autres, parce qu'en plus du lexique un peu à part, des expressions comme des sésames qui ouvrent les portes de la confrérie, chaque artiste membre a un surnom, en général lié à son apparence physique ou aux signes distinctifs de sa production artistique. Hein, des exemples, Maurice Denis et le Nabi aux belles icônes. On célèbre par là les merveilleux petits formats qui célèbrent les mystères de la religion catholique. Le Bonnard et le Nabi très japonard, c'est l'influence revendiquée très tôt de l'art japonais sur sa peinture. Rançon, le Nabi plus japonard que le Nabi japonard, voilà des dérive déjà. Ou Vercane en raison de sa grande taille, et le Nabi obéliscal, ou Sérusier, le Nabi à la barbe rutilante, on s'en doute à cause d'une grande barbe. Vuillard sera lui le Nabi zouave, on ne sait pas trop pourquoi. Vuillard reçoit donc son surnom, mais on se doute qu'il ne s'est pas beaucoup intégré à tout le cérémonial de ses confrères, entre guillemets. Il reste, comme il le sera d'ailleurs toujours au cours de sa vie, dans une réserve discrète, que l'on pourrait parfois qualifier de suspicieuse. En tout cas, une retenue qui le retient de se lancer dans ce qu'il devrait considérer comme des élucubrations un peu infantiles. Non pas que Vuillard soit rétif aux ésotérismes, on verra plus loin son enthousiasme pour le symbolisme du théâtre d'avant-garde, mais ces sujets seront toujours très éloignés des bretonneries, entre guillemets, pour employer un terme un peu condescendant, de la critique, à l'égard de la fascination de Sérusier, par exemple, pour la culture bretonne et l'impression de mystère ancestral qu'elle lui a laissé. Pas de voyage en Bretagne pour Vuillard, en tout cas pas pendant l'époque Nabi, parce qu'il attendra 1909, c'est pour vous dire qu'il est resté un peu hermétique à l'appel de ce paradis archaïque. Parlons des sujets de sa peinture Nabi, justement. Mais d'abord, qu'est-ce que la peinture Nabi? Comment la définit-on? Alors, on parle souvent de synthétisme pour parler des formes planes, aux couleurs volontairement sans modeler. On en a un exemple ici, très joli tableau dans une collection particulière, qui s'appelle Dans le bois de Boulogne, qui est à table autour de 1890. On voit ici donc un ensemble de surfaces colorées, avec des lignes souvent courbes et sinueuses. Pardon. Ici. Alors ici, c'est un tableau de famille. Évidemment, ce qui saute aux yeux au premier plan, c'est cette fameuse robe à ramage qui donnera le titre au tableau, la robe à ramage, et c'est Marie. Alors dans la réalité, la robe à ramage, on la connaît par des photographies de Vuillard, est évidemment beaucoup moins fantasmagorique que ça, et beaucoup plus prosaïque. C'est un des merveilleux tableaux de Vuillard. Voilà, alors un des meilleurs exemples de l'art Nabi de Vuillard. Une œuvre assez rarement montrée, c'est une encre. On voit bien les linéaments et le goût pour le sinuosité que Maurice Denis d'ailleurs a théorisé dans sa définition du néo-traditionnisme. Les cernes noires d'ailleurs sont parfois là, surtout au début des années 1890. On les voit ici autour de la robe de la petite fille. Ça c'est pareil, un tableau des années 1890, une collection particulière. Je voudrais prendre, voilà, on parle des linéaments et des distorsions qui ont beaucoup à voir quand même avec l'art du Tamaro ou d'Orishige. C'est une des influences, on verra, c'est pas la seule, de Vuillard. Voilà le tableau assez emblématique de Vuillard, c'est un des tableaux les plus célèbres dans une collection américaine qui a été rarement exposée, mais qui a été à Orsay il y a 2 ans, je crois, qui s'appelle Les Couturières. Et à mon avis, c'est ce qui illustre le mieux ce que je suis en train de vous expliquer.
le jeu des motifs qui se mélangent, qui engloutissent les personnages, qui les résorbent presque dans leur épaisseur, et qui présentent souvent une difficulté de lecture au premier abord. Ça, c'est une des caractéristiques de l'art de Vuillard. Cette difficulté de lecture, c'est ce que j'appelle des leurres visuelles, et c'est quelque chose sur lequel il va beaucoup jouer pendant la période Nabi, et plus tard également. Je vous en montrerai un ou deux exemples qui datent de l'après-Première Guerre mondiale. Ici, c'est un tableau qui s'appelle Le Prétendant, qui est aux États-Unis, dans une collection publique, où on reconnaît Marie de dos et Roussel passant la tête à travers la porte qui est entrebâillée et dont on distingue à peine les contours. Tout ça miroite, et évidemment, c'est le jeu des motifs ici qui est important. On voit, comme ici, qu'il n'y a pas de profondeur de champ. Les personnages donc glissent d'une surface à l'autre. Les passages de porte, c'est une figure récurrente chez Vuillard, les passages de porte. Certainement sous l'influence de Mallarmé d'ailleurs. Beaucoup des femmes de l'univers de Vuillard passent toujours d'un état à l'autre entre deux portes. Ici, c'est certainement une cliente de Madame Vuillard. Là, on reconnaît Marie. On la reconnaît à ce qu'elle est toujours un peu dégingandée ou courbée, toujours un peu gênée. On voit bien, comme je disais tout à l'heure, les surfaces qui sont planes. On a du mal à distinguer les profondeurs de champ. Alors, faisons synthétique. Les sujets de Vuillard, les sujets de Nabi, ce sont des intérieurs surtout, on vient de le voir. C'est le thème auquel on associe Vuillard tout de suite, les intérieurs modestes des appartements qu'il habite entre 1887 et 1893, date à laquelle sa sœur se marie avec Roussel. Et où ils devront se serrer encore un peu plus. Voilà un exemple. Là, ici, on est rue Saint-Honoré, c'est en 1891. Les revenus de Madame Vuillard sont plutôt modestes, elle doit subvenir en plus aux besoins de toute la maison. Marie, la grand-mère Michaud, qu'on a vu un peu avant, la grand-mère Michaud qui est là, qui est le personnage en noir à l'extrême gauche. Édouard Vuillard aussi vit sur les revenus de Madame Vuillard elle-même, et à partir de 1893, Pierre Xavier Roussel qui s'agrège à la famille, après son mariage avec Marie. Les modèles dans ces intérieurs modestes seront tout aussi modestes, puisque Vuillard prendra sa sœur comme modèle, sa mère, les petites ouvrières qui œuvrent dans la pièce atelier dévolue à l'industrie corsetière et au travail des tissus. Une réalité bien prosaïque, que Vuillard, cependant, transubstantie en mystère suspendu, en drame lourd et en fatalité épaisse. On le voit ici, la confrontation mère-fille prend souvent des allures de drame. C'est là que je veux insister. C'est peut-être ce qui caractérise le mieux la période Nabi de Vuillard. Bien sûr, ce sont les motifs floraux, les motifs des tissus, les intérieurs, les couleurs éclatantes, mais c'est surtout une ambiance à couper au couteau. Et c'est cette capacité de Vuillard à convertir la banalité en étrangeté ou en féerie que va se jouer la période Nabi de l'artiste. Les intérieurs de Vuillard, si célébrés par la critique depuis longtemps, sont ceux qui nous fascinent par leur atmosphère qui hésite entre le malaise et le cocon, on le voit ici. Par l'étrange profondeur aussi, induite par la succession des motifs de tissu, des papiers peints, des plans raccourcis, comme si Vuillard faisait subir un travelling à ces scènes. On le voit là, l'œil se perd, une fois de plus, ou ici. Ici c'est Missia, c'est un autre sujet, on y viendra tout de suite après, mais c'est pour vous montrer comment l'œil a du mal à circuler dans un espace qui est sursaturé de motifs, de plans successifs, qui s'étagent sans aucune profondeur. En réalité, ces intérieurs que Vuillard arrive à transcender sont d'une banalité insoupçonnée. On ne sait plus en fait si c'est le prisme qui constitue ces œuvres qui a permis à Vuillard de supporter le réel, ou c'est au contraire si c'est la promiscuité exiguë des ateliers, appartements de la famille qui ont nourri ces visions.
Prenons deux exemples. Le premier est très emblématique de cette réalité transfigurée dont je viens de parler. Elle s'appelle L'heure du dîner. Alors, c'est presque une caricature. C'est une des plus belles œuvres de Vuillard qui se trouve aujourd'hui au MoMA, au Muséum d'Art Moderne, au Museum of Modern Art de New York. C'est une œuvre des tout débuts puisque c'est daté de 1889. Rappelons que la période Nabi de Vuillard, mais aussi des autres camarades, se situe entre 1889 et 1900, 1899-1900. Cette scène, donc, est une représentation familiale qui a tout d'Hitchcock. On reconnaît à droite, on reconnaît à gauche Madame Vuillard, penchée au-dessus d'un faitout et affairée à touiller une cuisine qu'on pourrait penser cannibale. La grand-mère Michaud se tient au milieu comme un spectre, engloutie dans ses voiles noirs, et Marie, la sœur de l'artiste, tient une baguette de pain comme d'autres tiendraient un gourdin. Alors, la petite tête aux yeux de victime qui passe la tête, c'est Vuillard, prêt à accepter, puisqu'il ne peut pas faire autrement, d'être la victime de ce sabbat. Et la bougie derrière son halo sur le mur ne fait qu'éclairer les trois silhouettes inquiétantes d'une lumière de contre-jour, et qui ne dit rien qui vaille sur les intentions des trois femmes. Alors, évidemment, Vuillard, pour faire vite, est le bouc émissaire de ce gynécée terrifiant. Il sacrifie sa masculinité sur l'autel de l'impérieuse nécessité féminine, et ça n'est pas tout à fait une blague d'ailleurs, malgré le goût du potache des Nabis, et de Vuillard en particulier, pas tout à fait une blague parce qu'on sait que Vuillard souffre d'une certaine timidité, et que les femmes ont certainement dû l'impressionner outre mesure, ce qui est plutôt paradoxal pour un enfant élevé avec des femmes exerçant des métiers destinés à d'autres femmes. Une lecture directe de ce tableau, une lecture en gros sans sous-titrage, sans ce qu'on est en train de faire, laisse planer l'idée d'une mère dévorante, d'une sœur castratrice et d'une grand-mère levée tout droit de son tombeau pour une vengeance de l'au-delà, comme le commandeur de Don Giovanni, mais en mantille noire. Alors évidemment, en réalité, il n'en est rien, et c'est même l'inverse. Madame Vuillard est plutôt très débonnaire, Marie est un peu gourde, et la grand-mère Michaud, dont on a plusieurs portraits très réalistes conservés aux archives Vuillard, a dû chouchouter le seul garçon un peu émotif de la famille. Alors un deuxième exemple, et je m'arrêterai là, pardon. Pour illustrer cette vie réinventée par Vuillard à travers sa peinture, ici le tableau s'appelle Mère et sœur de l'artiste sur fond rouge. Il était dans une collection anglaise il y a encore peu de temps. C'est un des highlights, comme disent les Anglais, c'est un des chefs-d'œuvre aussi de la période Nabi. En tout cas, le tableau en dit long sur les rapports de Vuillard, de la réalité et de sa famille. On voit bien ici les rapports de force supposés, je dis bien supposés, entre une mère qui trône, la mère est habillée en marron, et une fille qui s'arrange pour rentrer dans les limites du cadre familial tout au bord. Alors, cependant, on se doute bien que la vie de Marie, entre le collège des jeunes filles de la Légion d'honneur et le retour tardif chez sa mère, ensuite, n'a pas dû être très drôle. C'est vrai, c'est une célibataire. Au moment où elle peint le tableau, en fait, c'est une célibataire, plus qu'en âge d'être mariée, puisqu'en 1891, elle a déjà 30 ans. Et elle attendra encore 2 ans avant d'épouser Pierre Xavier Roussel. Mais, une fois encore, la réalité est distordue, bien sûr. Vuillard veut coller à une fiction ibsénienne, issue du théâtre d'Henrik Ibsen, ce grand dramaturge symboliste d'origine norvégienne. Son théâtre, le théâtre d'Ibsen, avec d'autres auteurs comme par exemple Maurice Maeterlinck, constitue l'univers mental du jeune peintre qui a très vite été sensible aux caractéristiques de ce théâtre très particulier, très avant-gardiste, qui se traduit par une dépersonnalisation des personnages des pièces, par exemple, des personnages qui agissent comme vidés de leur sens, de leur substance, en automate, régis par les lois d'une fatalité implacable. Marie est comme à côté d'elle-même, d'ailleurs, on voit ici. Quant à la mère de Vuillard, elle est installée en déesse chtonienne qui ne cède rien à personne. Le drame est statique et il est bien propre à ce type de théâtre, justement. Les personnages sont comme prisonniers
de leur contour, prisonniers de leur destin, mais qui en fait est aussi un destin ordinaire, un destin implacable, un destin muet. Et ici, il s'agit bien d'un tableau muet qui parle d'un drame qui n'arrive pas à se dire. Alors, Vuillard fait entrer le drame, bien sûr, là où il n'existe pas tout à fait, et des tensions sous-jacentes sont montrées sous une lumière crue et en même temps atone, immobile et éloquente. Ici, la manche bleue au bout, c'est le visage de Madame Vuillard. On aimerait pacifier. Au fond, et on ne la distingue pas au premier abord, c'est Marie, en corsage jaune. Ses cheveux se confondent avec le papier. Je ne sais pas si vous la distinguez. Certains ont mis 2 ans avant de la voir. Vous voyez ? Alors on la voit mieux en grand, c'est vrai, mais quand on a l'œuvre en main, on ne la voit pas au premier abord. Et ce n'est pas un hasard. On voit plus la suspension, les carreaux, le verre cathédral de la cuisine derrière, ou la manche bleue de Madame Vuillard, avec la chaise au premier plan. Chaise qui existe toujours d'ailleurs, je travaille dessus tous les jours. Mais Marie, au fond, n'existe pas. On met un moment avant de la distinguer. Voilà, ça c'est une des caractéristiques de Vuillard, c'est de faire passer sa sœur à la trappe. Roussel aura fait la même chose quelques années plus tard d'ailleurs. Vuillard a beaucoup collaboré avec le théâtre d'avant-garde. Alors sous ses formes les plus audacieuses, c'est un autre versant de sa caractéristique Nabi. Il travaille avec des gens qui aujourd'hui évidemment ne sont pas des gens très connus mais qui ont été essentiels à leur époque, des gens comme Paul Faure avec son théâtre d'art, des gens comme Aurélien Lugnepo et son théâtre de l'œuvre. Alors le théâtre de l'œuvre existe toujours, mais aussi André Antoine et d'autres fervents adversaires du théâtre réaliste. On n'a presque rien conservé de ces décors de théâtre, sauf ce qui pourrait être une mise en scène du Cantique des Cantiques, et là c'est une merveille, très rarement reproduite, très rarement vue. On est vraiment en plein dans l'œuvre Nabi. C'est une œuvre totalement éthérée, totalement inspirée. On peut imaginer que ça a été un décor de théâtre, on n'en est pas sûr. On a identifié le sujet assez tard en faisant des recoupements en fait, avec des sujets de peinture de Maurice Denis, qui lui avait identifié une vendange mystique qui recoupe le Cantique des Cantiques. Mais à côté de suppositions qu'on peut faire, il y a pas mal d'œuvres qui représentent les intérieurs de l'appartement de Vuillard, sa mère et sa sœur, qui sont installés comme des scènes de théâtre. J'en veux pour preuve celui-ci. C'est aux États-Unis, au MoMA, toujours, et qui se construit comme une scène de théâtre, avec un éclairage de scène de théâtre. Vous savez, les projecteurs qui diffusent des lumières extrêmement fortes et qui viennent derrière des fenêtres factices. Vuillard a gardé la caractéristique dans son travail avec les théâtres, de son incursion avec le théâtre, de travailler les décors et de travailler de façon extrêmement rapide. Il sait couvrir des grandes surfaces à l'aide de la technique à la colle, qui est une technique très particulière. Très peu de peintres l'utilisent, parce qu'elle est trop dangereuse, entre guillemets, pour le devenir de l'œuvre. La peinture à la colle présente quand même le grand avantage d'avoir un fort pouvoir couvrant et de sécher très rapidement. Il faut savoir que Vuillard travaillait dans des conditions épouvantables pour monter les décors de théâtre, travaillait dans le froid, sans chauffage, travaillait à plat et devait exécuter des décors de théâtre vus une saison entière, mais en l'espace de même pas une semaine. Il fallait donc faire très vite et que l'œuvre soit sèche et que les acteurs ne s'essuient pas les vêtements dessus quand ils passaient entre les décors. Donc idéal la peinture à la colle pour travailler les fonds de scène dans l'urgence et dans la précarité. Et c'est une technique dont Vuillard va conserver l'usage jusqu'à la fin de sa vie. C'est une technique périlleuse, parce qu'au plus de ça, en plus de provoquer ce qu'on appelle des épaufrures, c'est-à-dire des écailles, des écailles en forme d'escargot, les couleurs, en fait, quand on les pose, quand on les applique, ne sont qu'une boue colorée. Il faut attendre un moment, c'est-à-dire le temps de séchage, pour qu'elles sortent cette espèce de remugles indifférenciés que leur donne la colle, et qu'elles apparaissent en séchant. Ça sèche très vite, c'est un peu comme un Polaroid, tout se révèle au séchage, et elles apparaissent enfin avec leurs couleurs très vives, dont la matité, en fait, renforce la concentration des pigments. C'est une pratique, cette pratique à la colle,
qui est très importante, j'insiste un petit peu là-dessus. Elle va être très importante parce qu'elle va lui permettre de s'affirmer comme un grand décorateur. Et ça, c'est vraiment une des choses à retenir chez Vuillard, qu'il distingue, et ce qu'il distingue des autres, ce qu'il fait aller beaucoup plus loin que les autres, c'est sa qualité de grand décorateur. Et en fait, c'est son intronisation, entre guillemets, dans le cercle de la Revue Blanche qui va accélérer sa carrière, notamment par l'établissement de rapports avec de grands commanditaires. Les premiers seront les Desmarais, riches cousins des frères Natanson, les frères Natanson avaient fondé la Revue Blanche en 1889. Alors, pour faire vite, la Revue Blanche, je ne vais pas expliquer ce soir ce que c'est, on n'aura jamais le temps. La Revue Blanche, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un incubateur de jeunes talents. Hein, c'est une sorte de pépinière de sommité littéraire, artistique, dramaturgique, critique. La Revue Blanche a la particularité d'avoir lancé tout ce que le tournant du siècle comptera de plus fondamental. Marcel Proust, Léon Blum rédigent des chroniques, tous les deux. On y soutient de façon indéfectible toute une génération de musiciens. Pour ceux qui seront là ce soir, on verra ça ce soir. Debussy, Eric Satie. Et puis la Revue Blanche soutient surtout des artistes débutants comme Bonnard, Vuillard, Maurice Denis, Vallotton, ou déjà plus lancés, mais très controversés, comme Toulouse-Lautrec. Stéphane Mallarmé et Pierre Louis sont de tous les numéros. On y critique les dernières pièces et les dernières livraisons littéraires sur un ton qui, aujourd'hui encore à la relecture, garde une acuité qui surprend toujours. Revenons aux Desmarais. Les Desmarais sont des cousins des Natanson qui ont fait fortune dans le pétrole. C'est un hôtel particulier à Paris. Et ils vont commander à Vuillard, par l'intermédiaire de Stéphane Natanson, un des frères, une décoration pour leur hôtel particulier, une décoration qui prendra une forme très particulière et qu'on a mis très longtemps à déterminer. On pensait que c'était des panneaux, alors ils sont 6, c'est le premier, la partie de volant. On pensait que c'était des panneaux qui s'agençaient les uns aux autres, on ne savait pas trop comment. En fait, ce sont des dessus-portes, mais c'est pas au-dessus de 6 portes, ils sont 3 par 3 au-dessus de chaque porte. Voilà, alors ça c'est la partie de volant, ça c'est la caresse, le lilas, la caresse au chien, les nourrices, c'est un thème qu'on verra après dans les jardins publics. Là, on est en 1892. Alors, pour se repérer un peu dans le temps, les jardins publics, c'est 1894. Alors, voilà ce que les Américains adorent, c'est-à-dire débauche de motifs et de personnages intérieurs, avec des références, on imagine bien à la peinture italienne en frise, la peinture de la première Renaissance. Et l'autre panneau. Voilà. Alors suivront les plus célèbres, les fameux jardins publics. Je ne vous fais pas l'affront de les montrer ici, tout le monde les connaît. Commandés en 1894, donc 2 ans plus tard, toujours dans le cercle des Natanson. Et comment? Puisque c'est par Alexandre Natanson, cette fois, un des fondateurs de la Revue Blanche, pour décorer encore une fois un hôtel particulier, le sien à Paris, avenue du Bois. Moins connu, mais absolument féerique, les panneaux Vaquez, commandés par un médecin très éclairé. Les panneaux Vaquez, voilà, la musique. Alors, on peut les voir au Petit Palais, ils sont à nouveau exposés, ils ont été remontés après avoir été au purgatoire dans les caves du Petit Palais, ils ont été restaurés, ils sont peints à la colle, donc ils sont d'une fragilité extrême. Ils sont restaurés, donc les couleurs aujourd'hui sont encore plus éclatantes que ça. Et ils sont visibles dans les salles du Petit Palais. Si vous allez à Paris, faites le détour, c'est extraordinaire. Ça, c'est la musique. Ça, c'est l'album, la lecture. Et il y a 2 petits panneaux latéraux, la bibliothèque et la couture. Voilà. Alors, assez bizarrement, on voit que Vuillard peut aussi faire résonner des harmonies sourdes. Vous voyez ici quand même des harmonies de vers. Alors, harmonie est un mot qu'il utilise beaucoup, je l'utilise à dessein. C'est un mot qu'il utilise beaucoup dans son journal, à toutes les sauces, de 1889 à 1940. Il y a le mot harmonie qui revient à peu près plus de 600 fois dans son journal. Harmonie et ton, c'est vraiment les mots de Vuillard. Donc ici, une harmonie de vers et de mots, on le voit. Il y a des lilas posés en bas, et surtout, très intéressant, le motif
de petites fleurs d'inspiration médiévale, ce qu'on appelle le millefiori, qui est un semis de petites fleurs. Alors, je m'arrête un peu, pardon, je repasse à ça, voilà encore. Ça donne la continuité d'ailleurs aux 4 panneaux. Les deux panneaux, les deux larges utilisent une surface centrale et évidemment les deux latéraux viennent en retour de chaque côté. Pour revenir au millefiori, je profite de cette allusion à ce motif incontournable de l'art médiéval, le millefleur, pour pousser une assertion qui démontre tous les jours un peu plus que Vuillard a été, même s'il a été très sensible à l'art japonais, il a été très sensible à la façon dont le Moyen-Âge a été exploité au XIXe siècle. Bien sûr, on parle toujours du japonisme et des estampes japonaises, mais, et d'ailleurs il a une collection impressionnante d'estampes japonaises, comme son ami Bonnard, qui lui servent de réservoir d'idées pour mettre ses tableaux en place. Mais je pense quand même que cette influence du japonisme a été surévaluée, en tout cas chez Vuillard, beaucoup plus que chez Bonnard. Et je suis sûr que Vuillard a été très sensible à ce qui constituait un patrimoine qu'il avait sous les yeux tous les jours. Plongé au cœur de son journal, je sais donc qu'il va au musée de Cluny, musée du Moyen-Âge à Paris, presque une fois par semaine, si ce n'est 2, où il peut admirer la tapisserie de la Dame à la licorne. Il la dessine d'ailleurs dans des carnets de notes, et puis bien d'autres tapisseries dévotables en bois, dont les dispositifs sont d'ailleurs assez similaires à la réinterprétation qu'en fera Vuillard dans ses peintures nabies. Voilà, juste une petite remarque pour dire que l'histoire de l'art, elle aussi évolue, que le regard change, et surtout que la connaissance se précise à mesure du temps. On retrouve dans des carnets de croquis, des carnets de croquis qui feront apparaître une grande préoccupation de la décoration médiévale, même plus tard, dans les années 1910, et on le verra après pour les décorations Camille Bauer en 1918-1920, un passage marqué dans les collections du Moyen-Âge du musée des arts décoratifs. S'intéresse aussi beaucoup à l'enluminure, à la sculpture ou à la tapisserie. Alors d'autres décors sont exécutés pendant toute cette période nabi. Je passe vite, mais quand même, je ne vous résiste pas au plaisir de vous montrer un des panneaux d'Attention, qui est à la National Gallery de Washington, ou un des panneaux Schopfer, il en existe 2. Toutes ces décorations sont commandées par de riches collectionneurs, et ce qui est assez amusant, c'est qu'aujourd'hui, elles sont mises en majesté dans les musées, protégées par des verres, bien souvent, ou des mises à distance, et on comprend pourquoi, c'est toujours la technique de la peinture à la colle, donc c'est extrêmement fragile. Mais à l'époque, quand on voit les photographies de l'époque, en fait, ces tableaux étaient destinés à être enchâssés dans les murs des appartements ou des hôtels particuliers, entre 2 fenêtres, avec les rideaux qui reviennent dessus, ou derrière le canapé. Alors, les panneaux que je viens de vous montrer, celui-ci, sont aussi un sommet de l'art de Vuillard. C'est vraiment l'avantage de passer vite sur une période, c'est qu'on ne montre que les absolus chefs-d'œuvre. Alors, on passe sur le reste des cycles décoratifs, parce que ça pourrait nous retenir une séance entière à chaque fois, tant les implications de toute nature que ces panneaux mettent en jeu sont importantes. Voilà, alors on ne peut pas achever les années Nabi, en tout cas on ne peut pas arrêter de parler des années Nabi, même rapidement, sans avoir évoqué la reine de Paris. C'était son surnom à l'époque, un peu canaille, mais c'était son surnom, Miciane Attenson. Alors Miciane Attenson a eu tous les surnoms, un œil d'autre ensuite, qui laisse voir quel type de femme c'était. Alors, au tournant du siècle, il y a eu la patronne, ou la panthère sanguinaire, la fée verte aussi, pour désigner le versant poison de sa nature enjôleuse, à l'instar de l'absinthe qui, pure comme elle était à la fin du 19e, rendait fou et tuait aussi sûrement que sa couleur était vert tendre. Ici, elle est d'origine polonaise, elle se marie à Tadé Attenson, le fondateur de la Revue Blanche, que voici, dans un tableau qui est postérieur, qui date de 1908. Qui voit-on dans la glace d'ailleurs? Édouard Vuillard en train
portraituré Thaddée d'Atenson, mais sait-on où se trouve Roussel? Eh bien, lui aussi est résorbé par le décor, il est sur le bord droit. On distingue sa barbe en haut et son costume qui prend tout le long. Ça aussi, on peut mettre un certain temps avant de le voir. Je referme la parenthèse. Alors, Thaddée d'Atenson, celui qui trône au milieu de son fauteuil, était le fondateur de la Revue Blanche, et donc marié à cette fée qu'était Missia d'Atenson, Missia, tout court. Alors, elle se mariera 3 fois. Donc, Missia d'Atenson désigne la période jusqu'en 1903, je crois qu'elle va divorcer en 1905. Elle s'appellera Missia Edwards ensuite, puis elle épousera le fameux peintre, José Maria Sert, très lancé. Elle deviendra Missia Sert, et ça, c'est le nom qui la désigne pour les années 20. Alors, elle mesmérise tous ceux qui l'approchent, et puis pas des moindres, puisque Fauré a été son professeur de piano, et il en était complètement épris. Le désastre de sa vie, aimait à dire Fauré, c'était que Missia se marie et qu'elle arrête de se faire le piano. Mallarmé lui a écrit des poèmes, qui sont assez extraordinaires, il ne l'a jamais fait pour personne. Il lui écrivait des poèmes sur des éventails, qu'elle passait son temps à perdre, parce qu'elle le disait elle-même, elle l'a dit après dans ses mémoires, elle ne comprenait rien à Mallarmé, elle ne savait pas apprécier, mais elle se doutait que c'était quand même, elle avait quand même la prescience que c'était extraordinaire. Les peintres, surtout, évidemment, c'est ceux qu'on retient, se sont bousculés pour faire son portrait. Alors pêle-mêle, on peut citer Renoir, Toulouse-Lautrec, Bonnard, Vallotton, et bien sûr Vuillard, qui, un peu comme les autres, mais plus que les autres, en est secrètement amoureux. Ici, c'est elle, et même si on ne distingue pas du tout son visage, on connaît sa grosse robe de laine qu'elle avait quand elle était à la campagne. C'est un tableau merveilleux qui date de 1896. C'est encore elle, dans une des activités qu'elle savait le mieux faire, être nonchalante. Alors, Vuillard est amoureux d'elle, secrètement en fait, pas tant que ça. Missia, c'est exactement l'empire qu'elle exerce sur le jeune homme timide, et outre de s'en amuser, elle l'apprécie quand même. On imagine qu'il a dû la rencontrer aux alentours de 1893 ou 1894, et elle envahit littéralement sa peinture 2 ans plus tard, à partir de 1896. Et jusque vers 1899-1901. 1901, c'est la date des dernières vacances que Vuillard passe chez Missia à Cannes, et d'ailleurs je pense que ce petit tableau qu'on appelle le Nonchalois a dû certainement être peint à Cannes en 1901. Alors, ces années 1896-1901, c'est ce qu'on peut appeler les années Missia, au moins autant que les années de la Revue Blanche ou les années d'Atenson, tellement Missia a été essentiel pour l'essor artistique et l'inspiration de Vuillard. Évidemment, le plus bel exemple, mais ça vous devez le connaître, et pourtant le tableau est le plus souvent invisible, et qui bouclera le chapitre, c'est le portrait que Vuillard fait d'elle. Date indéterminée, entre 1897 et 1899, et qui s'appelle La nuque de Missia. C'est quand même assez drôle de savoir que ça a appartenu... Alors, c'est vraiment l'objet emblématique de la fixation amoureuse, ici bien sûr, fixation sur la nuque, qui d'ailleurs fait vraiment penser à un érotisme mis en page dans pas mal d'estampes japonaises. Il est assez drôle de voir que le tableau a appartenu à Sacha Guitry, qui était quand même un cavaleur invétéré, et bien sûr après au 3e mari de Missia, José Maria Sert, qui lui avait un appétit d'ogre en la matière. La nuque de Missia, bien sûr, est beaucoup plus pudique, et c'est le chant d'amour de l'artiste à sa muse. Un chant pudique, bien sûr, évidemment, qui focalise son amour sur une partie du corps de l'être aimé, donc la nuque. Je vous lirai juste un passage des souvenirs de Missia qui évoque la respectueuse réserve dont Vuillard ne se départira jamais à son égard, mais qui laisse percer la réalité de sentiments forts, cependant. Je cite. Les échos de cette agitation. Alors c'est extrait des mémoires de Missia, attention, publié beaucoup plus tard, au début des années 50. Les échos de cette agitation, et là on parle de l'affaire Dreyfus, me parvinrent jusqu'à Villeneuve. C'est la maison de campagne qu'elle partageait avec son premier mari, Thaddée d'Atenson. Agitation que je décidai
de quitter Villeneuve que j'ai décidé de quitter plus tôt que d'habitude. Vuillard voulut faire une ultime promenade au bord de l'Yonne. Nous partîmes au déclin du jour. Grave et rêveur, Vuillard me conduisit le long du fleuve, cerné de hauts bouleaux au tronc d'argent. Je crois que nous ne parlions pas. Il avançait lentement dans l'herbe jaunissante et je respectais inconsciemment son silence. Le jour tombait vite et nous prîmes pour rentrer un raccourci à travers un champ de betteraves. Nos silhouettes côte à côte n'étaient plus que des ombres pâles sur le ciel calme. Le sol devenait rugueux sous nos pas. Je m'accrochais le pied dans une racine et tombais à moitié. Vuillard s'était arrêté court pour m'aider à reprendre mon équilibre. Nos regards se rencontrèrent brusquement. Je ne vis que ses yeux tristes briller dans l'obscurité grandissante. Il éclata en sanglots. C'est la plus belle déclaration d'amour qu'un homme ait jamais faite. Cette citation va boucler symboliquement, en tout cas pour nous, la première période de la vie de Vuillard. On boucle les années d'Atenson, les années revues blanches, qui courent jusqu'au tournant du nouveau siècle. En effet, la revue blanche va devoir cesser ses publications, faute de moyens, en 1903, et ce sera la fin d'une période d'intense expérimentation, et surtout la fin d'une période pour la coalescence des arts, musique, théâtre, peinture, mise en scène d'artistes, mobilier et papier peint d'artistes aussi. Cependant, pour Vuillard, l'amorce d'une nouvelle époque se fait vraiment en 1900, je l'ai dit au début, c'est une date facile à retenir. Assez couramment, mais réalistement, on date le tournant que prend l'œuvre de Vuillard, et sa vie par extension, à l'occasion d'un séjour chez Vallotton en Suisse, à Lana, c'est à cette occasion que Vuillard noue vraiment des liens avec les SL, qui eux aussi s'invitaient chez les Vallotton, et tout ça se passe à l'été 1900. On assiste à partir de ce moment à l'amorce d'un monde plus simplifié dans les tableaux de Vuillard. 1900, c'est une césure commode, car très claire, mais en fait il faudrait la situer un peu plus tôt, vers 97-99. Il est évident que le prisme d'Aby, dans ces années de début d'une nouvelle ère, le prisme d'Aby est encore vivace dans la peinture de Vuillard. Alors voilà la nature Naby de Vuillard, c'est un des panneaux fait pour Alexandre d'Atenson, une grande décoration, et là on est en 1899. On voit bien toute la relativité du tournant que prend Vuillard, puisqu'on a encore une nature fortement dense, avec des motifs étagés, sans profondeur de plan. Ici encore, tout s'étage. Il n'y a pas de profondeur atmosphérique. Mais il développe encore au même moment, concomitamment, une vision plus claire, moins étouffante de ceux qui l'entourent. En effet, à peu près au même moment, s'amorce un autre type de peinture, où les plans se desserrent, où les personnages cessent des figures découpées dans des tissus. On l'a vu avec le tableau Le Prétendant, où Roussel passait la tête par la porte. Et une perspective qui reprend ses droits, même dans des scènes d'intérieur. Ici, c'est la place Vintimille. Ici, c'est Lucie Hessel. On voit bien la perspective donnée par les lambris du fond. Et ça, c'est une œuvre de 1902. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir que Bonnard... Alors, Vuillard et Bonnard partagent assez souvent les mêmes muses. Ils ont eu Missia en commun, en tout cas un émerveillement pour Missia. Ils auront un émerveillement pour Lucie Hessel. On verra plus tard que Vuillard a un émerveillement un peu plus poussé, puisque Madame Hessel est devenue sa maîtresse. Mais en fait, Bonnard, à peu près au même moment, peint Lucie Hessel dans sa robe rouge, qui est un merveilleux tableau, qui est d'ailleurs assez souvent cité. Vous voyez les tableaux qui sont sur les murs. Vuillard prend un malin plaisir à citer les tableaux dans le tableau et représente assez souvent ce tableau de Lucie Hessel en robe rouge par Bonnard dans d'autres peintures. Je reviens à celle-ci pour montrer que les choses sont moins étouffantes, que tout ça se dessert un peu, que la palette s'affine aussi, qu'il ose des alchimies de couleurs un peu plus douces. Voilà, ce sont des choses moins tranchées.
avec des perspectives qui redeviennent normales, c'est-à-dire les avant-plans ne basculent plus vers l'avant, on arrive à distinguer les choses, on arriverait même presque à distinguer le type de tissu qui constitue le corsage ou la robe du modèle. La palette s'affine, sa touche aussi se libère, elle se fait plus allègre, elle court plus allègrement, c'est vrai, sur la surface de la toile entre 1900 et 1910. Vuillard laisse d'ailleurs voir alors, une caractéristique que les critiques ont vue dès 1891, dès sa première exposition à Paris, à la galerie Lebard de Boudeville. La critique avait surpéré quelque chose, c'est une sorte de maniérisme, entre guillemets, et c'est pas du tout une péjoration, c'est une manière de faire, une maniera, une sorte de maniérisme de l'inachevé, un goût prononcé pour ce que les Italiens appellent le fa presto, qui renvoie à la dextérité des peintres admirés à la Renaissance, qui exécutent des œuvres presque dans l'heure. C'est le cas de Luca Giordano au XVIIe ou Tiepolo, ou même en France on parle de fa presto pour désigner la peinture de Fragonard. Vuillard couvre des surfaces larges de plus en plus rapidement à partir de 1900. On a déjà vu que sa collaboration avec le théâtre expérimental des années 1890 l'avait habitué à peindre dans des temps très courts. Et pendant les 10 premières années du XXe siècle, il n'hésite pas à formuler ce que les Américains appelleront beaucoup plus tard, au début des années 50, un bad painting, qui chez lui est plutôt précoce, fait de coulures, de coups de pinceau visibles ou de couleurs largement étalées, sans autre souci que l'équilibre des volumes et des couleurs, sans souci de fini. Voilà, ici, merveilleux tableau qui s'appelle Le Crépuscule pouliquin, dans une collection suisse, qu'on a récemment pu voir dans une exposition, je crois que c'était l'année dernière à Winterthur. On voit, alors, dans le ciel, effectivement, les coulures, elles sont un peu partout, et le souci de disposer les couleurs les unes par rapport aux autres, sans souci forcément d'achever, de finir. Voilà encore un exemple, un panneau décoratif. L'herbe est posée sommairement, le ciel est une sorte de vermiculage bleu ciel avec un bleu plus profond. Tout ça constitue non pas une esquisse, mais c'est un panneau fini, et c'est une façon que Vuillard propose au début du siècle, qui est plutôt nouvelle d'ailleurs. Alors si les choses changent pendant ces 40 ans, et elles suivent de toute façon une logique de complexité, à partir de 1910, elle propose tout de même désormais une lisibilité plus traditionnelle que la période Nabi. On le voit même ici, très rapidement exécutée, mais on distingue exactement d'un coup d'œil, on embrasse la scène et tout ce qu'elle comporte. Elle propose une lisibilité plus traditionnelle que la période Nabi, qui elle s'ingéniait à brouiller les pistes, ce que j'appelle les leurres visuelles, et qui sont très symptomatiques de la peinture de Vuillard, cette volonté de perdre l'œil. Alors, il ne perd pas tout à fait cette volonté de perdre l'œil, et ces blagues de potache reviennent ici, comme Xavier Roussel sur le portrait de Thaddée d'un Samson qu'on ne voyait pas à l'extrême bord droit de la peinture. Ici, on voit, bien sûr, Yvonne Printemps, pardon, on ne voit qu'elle, mais il y a aussi Sacha Guitry, qui est en haut, à gauche, qui se fond encore au décor. Voilà, technique vuillardienne par excellence, qui désigne toujours la puissance ravageuse des femmes sur les hommes. On savait que dans la réalité, il n'en était pas grand-chose, puisque Sacha Guitry était plutôt un homme d'une misogynie drôle, mais quand même très réelle. Alors, autre motif important dans le changement de la peinture de Vuillard, c'est la réalité familiale. On quitte le drame, et on évolue dans le sens d'une plus grande décontraction des rapports. Alors, je m'explique rapidement, je plante le décor. Marie s'était mariée, on s'en souvient, en 1893, en juillet 1893, à Xavier Roussel, le beau Roussel, le meilleur ami de Vuillard. Mais tous les deux forment un curieux attelage, Marie et Xavier Roussel. Et le curieux attelage que représente ce ménage n'est pas heureux, et ça dès le début.
après des épisodes douloureux d'infidélité, de la part de Roussel, évidemment, d'humeur, de la part de Roussel, toujours, qui trompe quand même sa femme avec une autre. Et dans le cercle des amis Nabi, puisque c'est avec la belle-sœur de Rançon. Les épisodes douloureux faits d'infidélité, d'humeur, de fugue et de drame, beaucoup moins ironiques, et de drame suite aux 2 fausses couches de Marie, la naissance du premier enfant, qui réussira à survivre, ça sera Annette, va considérablement détendre la vie du couple, et par extension celle de Vuillard. Quelle différence avec les intérieurs Nabi? La petite Annette se distingue au pied de la chaise, dans une petite robe de batiste blanche. Ici, la scène doit être certainement à l'Étang-la-Ville. Elle est datable de 1900, 1901, quand Annette a 1 an et demi, 2 ans. Évidemment, on est loin des atmosphères étouffantes Nabi. On voit bien que la lumière circule, elle passe par la fenêtre. Les choses ont une profondeur, il y a un premier plan, un second, un troisième. Plus de drame à reporter, mais au contraire, une petite fille à peindre, et Vuillard lui vouera toute sa vie un attachement très sincère. Alors là, on la voit encore en bas à gauche, dans sa petite robe à carreaux bleus, qui est une des récurrences aussi de la peinture de Vuillard dans ces années-là. L'attendrissement que provoque chez Vuillard la naissance d'Annette va orienter l'artiste vers une autre perception des rapports humains et familiaux. Il revendique une simplicité dont la poésie est moins malarméenne, plus directement palpable que les compositions des premières années. Je parlais des années 1889-1895. Il est intéressant de remarquer que Vuillard renoue, d'ailleurs au tournant du siècle, avec les représentations de l'enfance, qui avaient presque disparu depuis les jardins publics, donc depuis 1894. Annette, bien sûr, mais aussi d'autres enfants. Occupe généreusement le sujet principal de la peinture de Vuillard, et j'avais un bel exemple qu'on voit rarement, presque jamais. Je tenais à vous montrer là ce soir. C'est le petit Maurice Gagna et sa mère. Alors on ne peut pas être plus au centre que ça. Or, chez Vuillard, jusqu'à cette époque-là, les enfants ont toujours un peu un faciès curieux. Soit un peu momifiés, comme dans les jardins publics, ou un peu contraints, ou très inquiétants. C'est un peu, regardez les peintures de Bonnard, c'est un peu la même chose. Ils ont toujours des têtes à faire peur, les enfants, dans les peintures des Nabi. La touche de sa peinture est toujours un peu épaisse, et elle laisse apparaître la réserve du carton dessous. C'est l'habileté de Vuillard à laisser respirer le support. C'est ce qu'on appelle l'art de la réserve. Et c'est un des traits qui distingue Vuillard des autres artistes. Alors, on n'en a pas un meilleur exemple que le petit format qui vient du musée Saint-Claude que j'ai emprunté pour l'exposition de Cuiseaux. Je vous y reporte. Tout est dit dans cette petite œuvre, et si la touche garde encore cette onctuosité de la période Nabi, une onctuosité un peu de peinture hollandaise, d'ailleurs que Vallotton gardera toute sa vie, les personnages représentés, eux, les physionomies et la matière des objets se précisent. On le voit ici, on n'est pas très loin dans le temps, on doit être en 1906 pour Madame Gagna et son fils Maurice. Les choses sont très précisées, on pourrait même faire la différence pour les spécialistes pour savoir quel type de point c'est sur les tétières des fauteuils. On verra plus loin que ça va devenir une névrose du détail chez Vuillard, c'est pas toujours une qualité. Névrose du détail, névrose du vrai, comme on disait pour Adolphe Menzel. La lumière naturelle s'avive de couleurs solaires, les perspectives s'étagent, dans une lecture beaucoup plus aérée. Bon, alors, ici, pour marquer les choses, vous avez vraiment mis un tableau des années 20 pour vous montrer la différence avec les années Nabi. Ici, le premier plan avec les cheveux blancs, c'est Lucie Hessel. Au fond, le fameux château des Clés. Et en jupe rouge, sa fille adoptive. Surtout, ce qui intéresse le plus les chercheurs au confluent de la peinture et de la photographie, c'est le cadrage des peintures de cette période, qui sont très nettement photographiques.
On songe par exemple à la dame à la fenêtre, qu'on a vu sans doute un peu rapidement, on s'y reporte ici, dans un cadrage très photographique. Car depuis 1897, Vuillard a acquis un Kodak, dont il ne se sépare plus et qui devient, c'est une chose tout à fait passionnante pour les historiens de la photographie en particulier, ce Kodak devient comme une extension de son pinceau. Il y a une interaction entre la photographie et la peinture. Une fois de plus, je ne développerai pas ce thème que j'ai développé à Berne dans une longue conférence. C'est un sujet passionnant, mais qui pourrait nous retenir plus d'1 heure, tellement il y a de choses à dire uniquement sur Vuillard. Petite digression quand même sur Vuillard et la photographie. On n'est pas hors sujet. Tellement le corpus des clichés représente un œuvre entier dans l'art de Vuillard, il y a plus de 1600 clichés, tous conservés aux archives Vuillard. Donc on a une lisibilité extrêmement cohérente, pas uniquement de sa peinture, mais de son œil, vraiment de son œil directement. Et ces clichés sont inséparables de l'étude de sa peinture, hein, croisés avec les notes de ses carnets ou sa correspondance et son journal. C'est ce qui fait ce que les historiens de la littérature appellent, eux, dans leur domaine, la génétique de l'œuvre, et qui commence à être une discipline qui s'étend de plus en plus vers la peinture, c'est-à-dire qu'on essaie de savoir, pas uniquement avec les esquisses, on essaie de savoir ce qui a pu déterminer l'œuvre, c'est-à-dire les ratés aussi, les choses qui sont biffées. La correspondance aide beaucoup, mais bien sûr, on a le grand avantage que Vuillard ait tenu son journal avec une description jour par jour de sa progression dans la peinture. La photographie fait bien sûr partie, en même temps des documents qui servent à documenter une œuvre, mais sont aussi des œuvres à part entière. La photographie s'impose dans la vie de Vuillard à l'époque où il passe la plupart de son temps avec les Natanson. D'ailleurs, il a été initié à cet art de l'immédiat par Alfred Natanson, qui est un des deux frères de Thaddée, pardon, un des 3 frères, ils sont 3, il y a Thaddée, Alexandre et Alfred, dit Atis, c'était son surnom parce qu'il était aussi dramaturge. Vuillard, donc, à partir de 97, ne quitte plus sa machine, et c'est vraiment une machine à fixer le souvenir pour lui. Ça induit une grande liberté, et puis aussi une exigence de rapidité qui séduisent le peintre, évidemment. Ça va dans le sens de la rapidité d'exécution qu'on a connue avec les décors de théâtre, et puis aussi vers le fa presto qu'on a regardé précédemment avec le Crépuscule, ou ce panneau décoratif exécuté de façon assez allègre. Les premiers clichés, eux, datent de 97-99, donc, et ils restent extrêmement minutieux. Ils gardent le dispositif des peintures Nabi. On voit Madame Vuillard, ses occupations, on voit Missia au piano. On voit déjà des goûts pour les ombres et pour la lumière géométrique. Ici, bien sûr, le cadre est planté de façon extrêmement scrupuleuse par l'embrasure de la fenêtre, et la figure repoussoir de Marie est vue dans une espèce de lumière de contre-jour qui est typique de l'inspiration de la photographie. À partir de 1900, Vuillard acquiert une aisance et une rapidité à capter les instances fugaces. Alors on voit bien, comme dans sa peinture, on voit bien une progression dans sa photographie. Les figures se déplacent, elles sont moins figées. Vous savez, c'est un peu comme les photographies de Degas, qui faisait poser ses modèles plus de 10 minutes sans bouger, parce qu'il voulait faire des photographies dans le noir ou éclairées à la bougie. Donc on retrouve Roire ou Mallarmé en train de tenir une pose, le bras levé, pendant à peu près 12 à 13 minutes, nous disent-ils. Là, Vuillard, lui, ose plus. D'abord, la technique s'est améliorée depuis les années 80, et puis il ose plus les flous, ce qui va intéresser les photographes plus tard, comme Stiglitz ou Cartier-Bresson. Les figures se déplacent, elles sont saisies. Madame Vuillard, voilà. Pardon. La place Vintimille, voilà, c'était pour illustrer, mais celles-ci, elles ne sont pas dans l'ordre. C'était pour illustrer la vision perspective que Vuillard adopte à partir de 1910. Ça fait partie d'une série de 4 panneaux qui ont été réalisés pour un dramaturge. On est toujours dans un entre-soi de coalescence des arts. C'est pour Henry Bernstein. Et on voit bien la perspective qui s'est ouverte et qui rompt totalement avec l'art Nabi. Je passe rapidement, je voulais en arriver là en fait. Voilà, une photographie de 1905
Alors, on est en Normandie, là, on est à Amfréville, à gauche, Lucie Hessel, à droite, sa cousine. Alors, redoutable attelage, mais ici, le fait que la photographie soit irradiée, comme un soleil, n'est pas du tout dû au hasard, bien sûr, puisque cette photographie a 5 états. Des états plus sombres, des états qui, au goût de la technique photographique, sont absolument parfaits dans la répartition de la lumière. Lui, ce qu'il a choisi de garder, c'est biffé avec une croix. C'est très nettement annoté derrière que c'était celle-ci qui avait sa préférence. C'est parce que c'est une image solaire, bien sûr, de sa maîtresse, à gauche, et de sa cousine, qui va être très importante dans la vie de Vuillard, et toutes les deux vont fournir l'essentiel des sujets de la peinture intimiste de Vuillard pendant plus de 25 ans. On en a d'autres. Voilà, Madame Vuillard à gauche, Lucie Hessel. Les deux femmes s'entendaient très bien. Et au pied, le chien Basto, qui appartenait à Lucie Hessel. Le cadrage, une fois de plus, est assez osé. Il faut se garder de faire des anachronismes, hein, c'est la chose la plus redoutable chez les historiens de l'art, c'est l'anachronisme. Aujourd'hui, c'est un cadrage qui nous paraît plutôt classique. À l'époque, il est très osé, parce que manier un appareil photo exige quand même une dextérité beaucoup plus importante que nous aujourd'hui, évidemment. Et ici, le cadrage, on le sait, a fait l'admiration de nombreux photographes français et beaucoup de photographes allemands, dont Herbert List, ou des photographes américains des années 50, 60. J'en ai d'autres. Voilà l'originalité du cadrage, grande poésie de Vuillard, qui, même en dehors de la peinture, arrive à ravir. Alors, le milieu du théâtre, petite assertion rapide, le personnage en haut est un type qu'on ne connaît plus du tout aujourd'hui, qui s'appelle André Picard, qui était un dramaturge plutôt tendance boulevard. Et en bas, Marcel Aron et son amant d'alors, qui deviendra son mari d'ailleurs, qui est Tristan Bernard, le fameux Tristan Bernard, avec lequel Vuillard passe presque toutes ses vacances. On ressent assez nettement le plaisir que l'artiste prend à jouer de l'instantané, et sa peinture s'en imprègne au même moment. Et il développe franchement cette manière, à partir de 1903-4, comme un hédonisme désinhibé. Mais surtout, on sait, en tout cas on devine pourquoi la photographie a eu tellement les faveurs d'un homme qui est habité par la manie de tout consigner et qui surtout est habité par la nostalgie de ce qui a été et ce qui n'est plus. La photographie, évidemment, fixe le souvenir, hein, même fugace. Une partie de carte, un sourire sous les tilleuls d'une villégiature normande. Ça sera pour la suite. Et par l'action croisée de la photographie et de la peinture, c'est tout un monde englouti dans l'oubli du passé, qui se dresse à nouveau avec ses couleurs, ses positionnements, ses attitudes imperceptibles que l'œil et le cerveau avaient oubliées à quelques années de distance de là. La photographie est utilisée de façon très proustienne par Vuillard. Une démarche très proustienne. Mais là, je vous renvoie aux notices que j'ai faites au catalogue de l'exposition de Cuiseaux, et qui en parlent plus longuement. Revenons à ce qui a fait le tournant du XXe siècle, et qui rompt avec les années 90, puisque c'est quand même ce qui nous intéresse. La rencontre avec les Hessel, une petite introduction avec Madame, en tout cas déjà, la rencontre avec les Hessel va être décisive pour Vuillard. La rencontre avec Jos Hessel, bien sûr, qui devient son marchand, quelques années plus tard seulement, et qui, dans l'immédiat, le présente à ses cousins, les frères Bernheim. Alors, les Bernheim, dits les Bernheim jeunes, pour les distinguer de leur père, qui était déjà marchand de tableaux, sont parmi les marchands les plus importants à Paris au début du siècle. Et sous l'influence et sur les conseils de Jos Hessel, donc qui est leur cousin, ils vont proposer à Vuillard de lui faire signer un contrat avec eux qui va le mettre à l'abri du besoin en lui fixant une rémunération régulière et en le dégageant ainsi du poids des contingences matérielles. La contrepartie est un accès privilégié, avant tous les autres, sur sa production. Voilà.
Pour revenir à la rencontre de Vuillard avec les SL, on sait par Achille Ségard, qui est un grand critique d'art et un romancier de cette époque-là, qu'une présentation avait déjà eu lieu en 1895, mais c'est véritablement en Suisse, comme je l'ai dit plus haut, chez Vallotton, à la Nase, que s'inaugure 40 ans de lien indéfectible. Et ce destin commun n'est évidemment pas sans incidence sur les œuvres du peintre. Et il semble bien aussi, puisqu'il faut en parler, que le coup de foudre entre le timide Vuillard et l'imposante Lucie Hessel se soit produit également en 1900, prélude à 40 ans de relations aussi orageuses que durables. Lucie devient dès lors une représentation récurrente dans la peinture de Vuillard. C'est avec Madame Vuillard un des totems jamais renversés de la vie du peintre. Elle pose à toutes les occasions, alanguie et féline, plus que tigresse, ou coiffée de chapeaux ébouriffants, à Paris, entourée de sa fabuleuse collection de tableaux. Ici, un merveilleux tableau, 1924, où je vous parlais la névrose du vrai de Vuillard. On arrive à distinguer chacun des tableaux qui sont représentés au mur d'enfant. C'est extraordinaire parce que, première vue, paraît assez jeté comme ça sur la toile, or tout y est. J'en viens à parler de l'image monacale entretenue jusqu'à maintenant sur Vuillard et qui évidemment doit être revue dans un sens plus débridé. D'autant que les nus que peint l'artiste à partir de ce moment, au tournant du siècle, montrent une sensualité dont ils étaient dépourvus en 1891-92. Les nus nabis sont plutôt ascétiques, et on mesure la distance entre la fille aux mains brûlées, qui est un merveilleux petit format au pastel nabi, aujourd'hui acheté par le musée d'Orsay. Il est quand même ascétique, pudique, mystérieux, avec les nus autour de 1905, étendu sur le canapé. Celui-ci est quand même plus voluptueux. Alors là, on n'est pas en 1905, on est en 1910. D'ailleurs, c'est assez symptomatique. Vuillard quitte les appartements familiaux pour y installer ses ateliers, son atelier, et prend un atelier vraiment à part de l'appartement, pour éviter d'avoir à faire poser les jeunes filles nues à côté de maman Vuillard qui écosse les haricots ou qui touille les confitures. Celui-ci a quand même beaucoup plus de sensualité que celui-ci, même si d'un point de vue formel il est moins intéressant. Mais ici c'est pas ce qui nous occupe. D'ailleurs, outre Lucie, on sait par sa correspondance que Vuillard entretiendra pendant la Première Guerre mondiale une autre passion avec une autre Lucie, Lucie Belin, jeune actrice aspirante, qui avait dû poser pour lui dans l'atelier du boulevard Malesherbes. Cet atelier est précisément dans le même décor. Ou d'autres, comme Madeleine Frankhauser, s'immiscent dans cette biographie parallèle où tout reste à défricher. Ainsi, à partir de 1900, les Hessel et les Vuillard deviennent inséparables, formant un couple bourgeois à trois que notre époque seule regarde en rougissant. On imagine assez aisément, connaissant le caractère tempétueux de Lucie, que Jos Hessel avait trouvé un bon moyen de pouvoir aller à la chasse ou jouer aux cartes tranquillement, en laissant des bons soins de Vuillard de s'occuper d'aller prendre le thé avec Lucie Hessel ou d'aller visiter les malades, parce que madame avait ses œuvres. L'artiste vit véritablement au rythme des Hessel, il vit au rythme de leur réception, de leurs amis, de leurs parents, mais aussi de leurs déplacements. On part en vacances ensemble, et c'est le temps des villégiatures. Alors là, une fois de plus, j'en parle dans le catalogue de l'exposition, je vous y reporte. C'est un véritable... La villégiature est quelque chose de très particulier. D'ailleurs, dans les textes, on met toujours en italique pour souligner le caractère à part de ce que ça peut avoir. C'est pas uniquement une maison, c'est aussi tout un temps, une espèce de concept du rien faire. C'est la haute société parisienne qui migre à la fin de chaque printemps vers des villas cossues en bord de mer et qui translate dans un mode de vie plus relâché ses occupations urbaines. Voilà, ici on est en Bretagne par exemple. Et les trois petits personnages représentés coincés sur le sable à côté des rochers sont des dames de la suite Hessel. Pour Vuillard, au contraire, les étés passés en Normandie ou en Bretagne sont l'occasion d'une activité intense. Il noircit des carnets entiers de croquis, il pense,
il esquisse les commandes qui seront passées pendant l'année, et puis surtout il mitraille son entourage avec son Kodak. Les œuvres de villégiature forment comme une sorte de narration balnéaire, entre guillemets, et qui dure plus de 10 ans. Exemple type de ce que j'appelle le concept de nonchalance ou de rien faire. On passait des journées entières à essayer de faire des réussites ou à prendre le café, voilà, dans des villas de location, le plus souvent assez luxueuses, entourées d'amis qui chacun ont leur chambre dans les étages. Donc, on peut parler effectivement d'une narration balnéaire qui dure à peu près 10 ans. Ici, on est à la limite, je pense qu'on est en 1910-11. Et les critiques comme Claude Roger Marx, qui est un grand commentateur de Vuillard, parmi les plus intéressants, ou André Chastel, ou Jacques Salomon, n'ont pas vu cette période comme un véritable corpus. Ça n'est qu'après que, sous l'influence de l'histoire sociologique, l'histoire des mœurs, on va réussir à dégager une particularité à cette partie de l'œuvre de Vuillard. Les souvenirs d'été sont fixés à grand renfort d'aide-mémoire pour Vuillard. J'en ai parlé, hein, ce sont les photographies, les notes du journal ou des croquis. Les sujets favoris que le peintre impose à ses commanditaires sont d'ailleurs assez souvent des villégiatures. Alors on pense aux grands panneaux que Vuillard réalise pour Jean Schopfer, les seconds panneaux Jean Schopfer, 1901. En voilà un. Aujourd'hui, ils sont à la National Gallery, alors pas de Washington, mais de Londres. Voilà un des deux, on est en 1901. Je pense aussi à la merveilleuse double décoration pour le prince Emmanuel Bibesco, que je voulais vous montrer, mais très franchement, les musées, la réunion des musées nationaux n'a pas voulu fournir gratuitement d'hectachrome. Elle nous a demandé 150 € par hectachrome, donc j'ai refusé par avance. Donc je vous montrerai un des panneaux du cycle qu'on appelle les cycles Bois-Lurette, du nom de la maison, qui appartenait aux frères Bernheim, dont j'ai parlé un peu plus avant, les frères Bernheim jeunes, pour décorer les murs de la villa normande. Il y en a 8 comme ça, des immenses toiles. La liberté d'exécution est totale. Le sujet, ce sont les villégiatures. Là, on est en Normandie. On est derrière Caen, précisément derrière Ouistreham, en fait, un estuaire de l'Orne. La liberté d'expression est totale, quelle que soit la technique ou le format. Les ciels, comme dans les paysages de bord de mer, retiennent parfois plus de la moitié du tableau. Hein, et les notations, au pastel ou à la détrempe, courent sur la toile comme autant d'ellipses, comme pour céder aux tentations de l'impressionnisme, en fait, que les nabis ont tant décrié auparavant. En effet, Vuillard déploie ostensiblement un art de l'esquisse aboutie qui suggère les moments les plus suspendus de l'indolence avec une économie de moyens virtuose, plus particulièrement les œuvres de la période bretonne, donc 1908-1910, se couvrent d'une peinture largement diluée et comme vermiculée. Je reviens vers celle-ci. Vermiculage blanc qu'on voit bien ici, c'est vraiment une caractéristique qui dure 2 ans. C'est comme une sorte de fixation technique. Et puis cette peinture en large aplat, comme ça. Peinture à la colle, toujours. Autre effet des SL sur Vuillard, et c'est sans doute le plus important, c'est le changement de sociabilité, qui va offrir les conditions d'un renouvellement de sa peinture. L'omniprésence de Vuillard chez les SL lui ouvre les portes d'une société qu'il n'avait jusqu'à maintenant qu'entrevue. L'appartement de la rue de Rivoli, le voici, puis celui de la rue de Naples, le voilà, sont les centres névralgiques de la grande bourgeoisie parisienne. S'y croisent alors tous ceux qui deviendront les commanditaires de l'artiste. Au passage, on remarque les tableaux au mur. On oscille ici de mémoire entre Cézanne, Bonnard, Odilon-Redon, que des choses qui ici, elles avaient. D'ailleurs, le tableau que vous voyez au-dessus de la tête de Lucie Hessel est aujourd'hui un tableau qui est à l'Ermitage. Beaucoup de commentateurs ont développé sur la sociabilité radicalement différente que Vuillard a choisi au début du XXe siècle. Le grand écart est spectaculaire.
mais il n'en est pas pour autant contradictoire. On sait que Vuillard, par inclination naturelle, déteste les ruptures, et au contraire, il ménage des permanences tout au long de sa vie. Il est vrai que le Nabis Zouave sacrifie son engagement pour les avant-gardes et à la nouvelle proximité de cet entourage qui a dû être un peu rutilant pour lui. Mais il ne rompt pas, à aucun moment, avec ceux qui constituaient le cercle initié des expérimentations du début. En effet, Thaddée Nathanson, Romain Coulus, Félix Vallotton, Maurice Denis et évidemment Pierre Bonnard, ou même Missia, restent parmi ses proches. Les succès que Vuillard rencontre auprès de cette nouvelle élite l'installent dans une certaine satisfaction de lui-même. Il est apprécié en société, ses tableaux commencent à être prisés et les commandes privées affluent. J'en viens à ce qui m'intéresse, les commandes de décor. On a vu la seconde décoration pour Jean Schopfer. Voilà. Il y a également toute une série incroyable de grands décors. Je citerai les plus importants. Celui-ci, qui est un décor exécuté pour Marguerite Chapin, qui est aujourd'hui au musée d'Orsay. Marguerite Chapin, pour laquelle Vuillard d'ailleurs a éprouvé des sentiments très forts. Et se brouillera même avec elle quand elle lui annonce son mariage avec le prince Bassiano. Marguerite Chapin, pardon, est la femme qui a la robe noire en bas à droite. On pense aussi aux panneaux pour le théâtre des Champs-Élysées, les panneaux pour les usines de guerre, et surtout, ce que je voulais vous montrer, on verra ça plus loin, les panneaux pour Camille Bauer. On voit ça dans 5 minutes. Alors, les commandes de portraits, surtout, sont importantes, outre les commandes de décor. Alors, tout ce que compte la Troisième République, d'hommes politiques, ici Berthelot, d'élégante, ici Marcel Aron, la cousine de Lucie Hessel, qu'on a vu sur les photographies, qui pose dans son intérieur. Tout ce qui compte aussi d'argent, là, ce sont les frères Capferrer, qui sont des financiers importants de l'époque. L'un va fonder Shell, l'autre Air France, qui est quand même pas mal. Des intellectuels, ça c'est Théodore Duret, très important pour la définition de l'impressionnisme. Théodore Duret dans son cabinet de travail. De théâtre, ça c'est rien moins que le père de Sacha Guitry, c'est Lucien Guitry. Charlotte Livès, la vénéneuse. Ou même le cinéma. Et là, on est limite du bon goût, avec Fridette Faton, qui est quelqu'un qu'on n'a peut-être pas gardé en mémoire aujourd'hui, mais qui a eu vraiment son heure de gloire dans les années 30, 20-30. Tout le monde voudra son portrait par M. Vuillard, ce qui en fait une spécialité mondaine largement dépréciée aujourd'hui. Et on peut, c'est vrai, s'étonner du conformisme apparent que l'artiste met en place à partir des années 10, et surtout après 18. Mais on peut aussi rester dubitatif devant les surenchères descriptifs qu'il s'ingénie à développer sur des formats parfois de grande taille. Et il est avéré que la critique d'alors a éprouvé quelques réticences à l'égard des portraits tardifs, entre guillemets, c'est l'expression consacrée. Roger Marx parle même de cauchemar mondain. Bonnard parle de bijouterie. Alors, on a ici un exemple, effectivement, de ce que Vuillard peut produire de plus limite en matière de portrait. Cependant, on peut aussi estimer que le jugement ou la sentence de la critique sont un peu courts, parce que c'est une véritable entreprise d'entomologie sociale que cette série de portraits des années 20-30. Vuillard d'ailleurs initie le genre du portrait sociologique. Il avait d'ailleurs l'habitude de dire à ceux qui l'entreprenaient sur ce sujet: je ne fais pas de portrait, je peins les gens chez eux, voulant dire par là que c'était le milieu dans lequel vivaient ces modèles. C'était plus le milieu dans lequel vivaient ces modèles que leur physionomie elle-même qui l'intéressait, qui était plus révélateur des faces cachées de ces personnalités, qui sont d'ailleurs toutes des personnalités de premier plan. La critique n'a vu et ne veut voir encore aujourd'hui qu'une peinture mondaine proche de Jacques-Émile Blanche ou de Giovanni Boldini. On en est loin, à mon avis, mais mon avis commence à être partagé par pas mal de gens.
On est loin de la facilité bavarde d'un Boldini, on est loin d'une conformité guindée d'un Blanche dans ses mauvais jours. Il y a une grande complexité recherchée par Vuillard dans ses propositions spatiales, dans ses perspectives très plantées, ingresques, très bel exemple de peinture ingresque, certes, un peu roide, mais d'une exécution parfaite. Madame Lecomte, à droite, plantée dans sa robe noire, et sa fille, un tableau extrêmement léché, je l'ai dit, une réalisation parfaite, effectivement dure pour le goût d'aujourd'hui. Où Madame Enrault, la belle cubaine, Lilita Sanchez Enrault, trône dans son salon, et qui aussi convoque les mannes du peintre Ingres, on s'en doute, qui était très admiré de Vuillard. Les portraits de Vuillard ont une complexité souvent aussi très décalée, et je vous ai pris comme exemple son autoportrait dans le cabinet de toilette. C'est très complexe. Toutes les perspectives qui se reflètent, qui s'étagent, qui sont différentes. Il a expérimenté aussi ce genre de mise en place dans un portrait magnifique d'une actrice qui s'appelait Jeanne Renoir, une comédienne qui s'appelait Jeanne Renoir, qui joue aussi des miroirs. Jeanne Renoir pose sur une peau de panthère dans sa salle de bain. Alors c'est vrai que le goût peut être un peu criard, mais ici, outre le côté assez poignant de cet autoportrait d'un homme vieillissant, en tout cas vieux, et qui se voit comme tel, il y a un appel à tous les grands, et ça on y reviendra juste après, tous les grands de la peinture du XVIIe. On retrouve Poussin, Le Sueur, on retrouve même une peinture de Stabi de l'époque romaine. Voilà une perspective décalée. Toujours Yvonne Printemps. C'est toujours un espace d'une grande complexité et qui dispense des rapprochements académiques qu'on a pu faire au sujet de ces peintures-là. On sent que le peintre prend plaisir à la violence des couleurs, qui frisent parfois le mauvais goût, c'est vrai. Le prosaïsme affiché, voire la vulgarité cossue qu'il confère à certains de ses modèles, n'est pas non plus fortuit. Là, une fois de plus, on est tangent, on n'est pas loin de la charge, de la caricature d'un monde nouvellement arrivé à l'opulence. En fait, Vuillard règle ses comptes par les portraits, et c'est ça qui est intéressant, outre le formel de la façon dont c'est exécuté. C'est quelque chose qui a échappé à tous ceux qui ne veulent que regarder un tableau sans prendre son contexte en compte. Parler de règlement de compte, en voilà un, qui est pas mal. C'est Elvire Popesco, qui l'a fait poireauter 3 ou 4 fois, qui lui a posé des lapins. Il a fini par se venger en faisant son portrait. Outre la galerie de types sociaux que décante son activité de portraitiste, le banquier, le financier, l'homme politique, la femme de mode, l'actrice ou la femme entretenue, celle-ci est pas mal aussi. Alors celle-ci s'appelle Germaine Tartière. C'était la fille de Feydeau, une ravissante petite fille, mais qui est devenue ça, en 1930. C'est l'occasion répétée à l'envi d'une critique à peine voilée de cette élite trop sûre d'elle-même. Il règle ses comptes avec Missia. Missia trône comme une matrone. D'ailleurs, Vuillard dira la patronne est devenue une matrone. Dans sa robe noire, on est très loin de la fée des années Nabi. Elle trône ici dans son salon tout neuf, Art déco. C'est une peinture de 1925. La grande jeune fille à côté et sa nièce, Lini Konevska. Vuillard manie ici un humour cruel, mais la charge n'est pas vacharde comme elle a pu l'être chez Félix Vallotton. Vuillard reste conscient que c'est aussi cette société influente qu'il porte au sommet du cursus honorum en 1938, quand il est élu à l'Académie des Beaux-Arts. Cette consécration attendue couronne son œuvre et ses efforts à être reconnu comme un héritier de la grande peinture française.
Voilà, les références à Le Sueur sont continuelles. Voilà, je voulais vous montrer rapidement sa fascination pour l'art médiéval, c'est pas un vain mot, sa fascination pour l'art antique, la citation des anciens, je crois qu'on a un grand portrait de l'Argilière derrière, il doit y avoir Jupiter et Antiope, le tableau ovale, c'est Jupiter et Antiope de Watteau, donc paye tribut aux anciens, ici c'est les céramiques au musée des Arts Déco, voilà. Alors, on peut être peu sensible à la portée contemporaine de ce pinacle, qui sera celui de 1938, grande rétrospective au musée des Arts Décoratifs, élection à l'Académie des Beaux-Arts. Vuillard, en fait, à la fin de sa vie, défend une grande peinture française, dont on peut estimer que la posture n'est plus vraiment dans les préoccupations actuelles, puisque la modernité est ailleurs. Vuillard prend un certain plaisir quand même à décrire une modernité technique, le téléphone, la bakélite, le chrome, les ustensiles barbares. Quand il peint les chirurgiens en action ou son dentiste en train d'arracher une dent à sa nièce, dans des couleurs qui sont décomplexées et aussi sans doute dans la complexité croissante dont il investit son réalisme. On l'a vu dans son autoportrait au cabinet de toilette. Pour conclure, Vuillard a en effet été indifférent aux modes en cours, on s'en doute. Quand il peint ça, évidemment, Picasso a peint les modèles d'Avignon depuis très longtemps. Alors Vuillard, indifférent aux modes en cours, oui, c'est vrai, il ne parle jamais de Picasso, qui est pourtant son contemporain pendant 40 ans. Il n'en parle jamais, ni dans ses lettres, ni dans son journal. On arrive juste à deviner que le sujet devait vraiment lui friser les nerfs. C'est pareil pour Matisse, donc c'est quand même assez symptomatique. Il a une sorte de modernité à rebours et il a laissé à la nouvelle génération le soin d'élaborer une autre perception de l'espace, comme lui l'avait déjà fait au siècle précédent. Toute sa vie, tout au long du XXe siècle, Vuillard creuse une voie dont l'embourgeoisement n'est qu'apparent et cet académisme de surface ne tient pas devant l'acuité de l'œil de Vuillard qui a su saisir autant que lui la poésie de l'époque moderne. Je n'ai pas pu vous les reproduire ici parce qu'on n'avait pas le temps, mais il a réalisé 2 grandes décorations qui montrent des usines d'armement pendant la guerre. C'est un sujet rébarbatif s'il en est, il a réussi à en tirer une grande poésie. L'embourgeoisement apparent ne tient pas non plus devant les audaces moins révolutionnaires et plus codées qui détournent du prosaïsme sa réflexion, toujours inquiète sur le processus de création. Voilà, mon dernier mot. Je vous remercie de m'avoir écouté.